Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la télévision togolaise, mais nous sommes ici à la médiathèque de l'Institut français du Togo. Vous êtes dans votre émission d'art et culture, ciné-art. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est un décor, évidemment. Nous ne sommes pas à la télévision togolaise, comme je le disais. Nous sommes ici pour rencontrer Sulike, qui est juste à côté de moi. Sully, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation et je remercie également la médiathèque de m'avoir invité dans ses locaux. Alors, je rappelle que Sully est autrice, écrivaine, professeure également. Et ce soir, on va parler d'un livre tout particulièrement, Un prisonnier sans étoiles, et on va échanger autour du livre. Vous êtes à Lomé, vous êtes une franco-togolaise. Comment se passe le séjour depuis quelques jours? Alors, je suis arrivée hier et je suis très, très heureuse d'être là. Je suis très excitée, d'une part parce que je revois ma famille, je revois mes cousins, mes tatas, mes tontons, je revois tout le monde. Et c'est vraiment une très, très belle opportunité qui m'est offerte aujourd'hui de présenter mon livre. Mon bébé, j'ai 3 enfants, c'est mon 4e bébé, et d'autant plus que l'intrigue démarre au Togo, à Anéro, la terre de mes ancêtres, et je suis très très émue. Merci beaucoup. Merci. On n'est pas seul, hein. On est au plateau avec 2 critiques d'art. Alors, juste à ma gauche, juste à ma droite, pardon, Kosivi Dansou. Il est critique d'art et il est assistant médiathécaire à la médiathèque de l'Institut français. Bonsoir Kosivi, comment ça va? Oui, bonsoir Isaïe, ça va bien. Merci. Super, d'accord. Ça va? Ça va. Okay. Et à mon extrême gauche, donc quelqu'un que vous connaissez, surtout peut-être la voix vous dit quelque chose, dès qu'il va parler, on le saura. C'est le docteur Anoumou Amekoudji, critique littéraire et également animateur de l'émission l'an dernier sur Canal FM. Docteur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et je suis ravi d'être là dans l'émission et pour échanger avec Sulike, avec toi et avec notre ami Dansou. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir. On voulait se voir dans Cinéaire depuis plusieurs années, c'est fait. Ça se fera. Voilà, ça exactement. Déjà aujourd'hui. Voilà, et on n'est pas tout seul, évidemment, on n'est pas que 4, on est, je crois, une bonne trentaine ce soir à l'Institut français. Je vais vous dire bonsoir à tous. Bonsoir, comment ça va? Bien? Alors, on va applaudir tous ensemble là, pour que les gens à la maison sachent qu'on est bien, bien nombreux. Alors, on parle d'un livre ce soir. Je suis bien curieux de pouvoir découvrir le livre. Je l'ai lu, évidemment, mais curieux d'entendre l'écrivaine au sujet du livre, d'entendre, évidemment, les avis des critiques d'art. C'est un sujet assez particulier. Et pour véritablement démarrer, le docteur Anoumou Amekoudji va nous représenter Sully. Sully, ça va faire quoi de vous faire représenter par quelqu'un qui vous présente à nouveau? C'est un grand honneur de me faire représenter par un grand docteur. Merci beaucoup, merci pour la parole. Sulike, vous êtes né à Paris en 70, d'origine togolaise et béninoise par vos 2 parents. Vous êtes, selon moi, une métisse culturelle. Hein, et vous avez été sûrement influencé par plusieurs cultures, dont celle des pays de vos parents, le Bénin et le Togo. Vous êtes bercé par la langue mina, mais vous avez été attiré par d'autres langues. Celle des pays dans lesquels vous avez vécu, pays au nombre desquels on peut citer la Corée du Sud, où je pense que vous avez fait 5 ans en Corée du Sud, oui, selon mes informations. Et mes 3 enfants sont nés là-bas. 5 ans en Corée du Sud, c'est ça? Et en Pologne, c'est 2 ans, c'est précisément à Cracovie? Oui, à Cracovie, oui. Ok. Je pense que c'est à Cracovie qu'est né le pape Jean-Paul II. Oui, exactement, oui. Ah oui, merci. Vous avez fait 3 ans en Hongrie. Et vous avez écrit l'essai I am an expat and so what, hein, suite à vos séjours passés à l'étranger. Donc, vous avez écrit votre premier véritable roman, Un prisonnier sans étoiles, paru aux éditions Ramsay, roman dont nous allons parler dans quelques instants, roman que nous allons essayer de décortiquer. Merci. Merci à vous. Merci, docteur Sulike. Un avis ou éventuellement quelques rajouts? Parce que quand on a l'occasion de pouvoir réagir après sa propre présentation, on peut toujours la compléter, Sully. Alors, que pourrais-je dire de plus? Je suis enseignante également. Je dis bonjour à mes élèves si jamais ils ont l'occasion de regarder cette émission. Je vis en région parisienne. J'ai 3 enfants, donc 3 grands enfants qui font leurs études. L'aîné a terminé ses études et les 2 derniers font leurs études à l'étranger.
Et ils sont un peu comme leur maman, ils aiment bien bouger, ils aiment bien voyager, tout en faisant attention à la taxe carbone quand même. Donc voilà, et sur mon parcours d'auteur, vous avez tout dit. J'ai commencé à écrire à Budapest, véritablement. Un prisonnier sans étoile a commencé à se développer à Cracovie, mais peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Voilà, mais vous avez bien retracé mon parcours. Merci beaucoup, docteur. Super. Merci. Alors, c'est le moment pour moi de présenter un 5e intervenant. Alors, lui, il n'a pas de micro, il est à sa main, et c'est comme ça qu'il va s'exprimer. C'est Armand, le dessinateur. On va l'applaudir, il est juste là. Alors, tout au long de l'émission et tout au long de cette rencontre littéraire, il va dessiner selon son inspiration, selon aussi le contenu, le discours du livre. Et donc là, on a déjà démarré, on est en train de dessiner. Et puis au fur et à mesure, on va voir et on va également donner notre avis. Alors, Kosivi, le premier avis qu'on va avoir, c'est vraiment l'avis du lecteur que vous êtes, pas celui du critique, qui a lu un livre qui s'appelle Un prisonnier sans étoile. Et dans le tri, c'est ici un avis à chaud. Pour ceux qui nous suivent à la maison, comme on dit au cinéma, sans spoiler, mais on en parle un peu quand même. D'accord. Je dirais tout de suite que le roman m'a plu, sinon à plusieurs titres, mais à 2 titres. Pourquoi? Parce que celui qui a mis en exergue, d'une main, elle a mis en exergue un pan de l'histoire qui est carrément occulté. Quand je pense au sort réservé à la communauté noire pendant la Seconde Guerre mondiale, où on traitait vraiment durement nos ancêtres noirs. Et je vous avoue que dans peu de documents, je n'en ai même pas trouvé, à part un documentaire dont je parlerai, qui la fera tiquer d'ici là. Il n'y a pas de référence en cette matière-là. D'une autre main, elle nous a plongé dans un rôle que qu'ont joué nos parents, certains de nos aïeux qui évidemment ont joué le rôle qui ont été des hommes d'affaires, mais qui ont été qui ont été à l'avant-poste même de ceux ce sont des marchands d'esclaves. On oublie, autant on déteste ceux qui ont travaillé à exploiter nos ancêtres, autant on doit se remettre en cause sur ce plan. Malheureusement, on n'en parle pas souvent de nos ancêtres là qui ont fait ce commerce-là et c'est un peu déplorable. Donc, j'ai vraiment aimé ce... Voilà. Et petite précision, justement, pour replacer dans le contexte, c'est vraiment des personnes, des Africains, oui, qui se sont enrichis, oui, en vendant d'autres Africains. Et oui, c'est vrai que le livre le met vraiment en exergue. Effectivement, comme tu le dis, on n'en oui, parle pas suffisamment. Et dans des œuvres de fiction, pour un premier roman, je trouve ça plutôt osé parce que j'en ai lu des dizaines de romans, je vais dire, mais on ne voit pas des œuvres qui sont aussi documentées. J'étais à la page 80 et je disais à une dame ici présente que jusque-là, je n'étais pas vraiment impressionné. Jusqu'à ce que je commence par lire la partie, c'était la page 107, je crois, où on parle de Sylvestre au camp d'Auschwitz. Et là, je me suis dit, j'ai reçu comme un hypercute et tout. Donc, je me suis dit, là, il faut j'ai été un peu secoué par le traitement qui a été réservé à cet homme qui était venu se réaliser et tout ça. Donc, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Même si on reviendra sur le style, bien entendu. On aura le temps de développer, évidemment. C'est intéressant parce que Kosivi va commencer à toucher un peu du doigt les thématiques du livre. On est dans les années 40, dans une Europe fasciste, dans une Allemagne dirigée par Adolf Hitler. Le docteur Almou Amekoudi va nous replacer un peu dans le contexte historique de l'histoire du livre. Docteur ? Merci à toi. En fait, le livre raconte l'histoire de Sylvestre, hein, même si ce n'est pas seulement l'histoire de Sylvestre, hein, mais le livre raconte l'histoire de Sylvestre qui quitte son pays, le Togo, en tout cas, pour se rendre aux États-Unis parce qu'il veut devenir médecin, hein, et il atterrit à Chicago, c'était en 1932. Arrivé à Chicago, il fait ses études, il tombe aussi entre-temps. Hein, il y a eu des relations un peu avec une certaine Suzy, c'est ça. Et avant de quitter finalement les États-Unis, parce qu'en temps, il subissait un peu déjà le racisme aussi aux États-Unis. Et il n'avait pas envie de rester aux États-Unis. Il voulait quitter les États-Unis. Il a voulu que
Suzy le suivent. Et il lui donne l'exemple de Becker, Joséphine Becker, pour la convaincre de faire cette expérience, d'aller en France, d'aller vivre en France, pays soi-disant des libertés depuis ce temps-là toujours, parce que plein de Nord-Américains avaient quitté aussi les États-Unis pour aller vivre à l'époque en France. Donc, en 1938, il retourne en France, hein, et en 1940, il a eu l'occasion d'opérer un Allemand. Et c'est durant cette opération de l'Allemand qu'il fait la connaissance de celui qui allait chavirer, qui allait chambouler sa vie complètement. Hein. Il fait la connaissance de Anna, traductrice et interprète. Et après, en 1940, il avait quand même envie de rentrer parce que quand il quittait le Togo, il avait fait la promesse, parce qu'on lui avait fait prendre dans un sachet du sable de la plage d'Anéro. Ce sable symbolisait pour lui, en fait, en regardant ce sachet de sable, c'est qu'il doit retourner à ses racines. Hein, et il commence à y réfléchir. Il veut rentrer, mais il fait la connaissance de Anna. Et Anna, comme je le disais tantôt, a chamboulé, chaviré vraiment ses projets. Et en 1944, il a été victime des contrôles policiers. Il a été victime de ces contrôles. Et c'est là où il avait vraiment eu envie, vraiment de tourner le dos à la France, de tourner le dos à l'Europe. Mais il n'a pas pu le faire parce que là, c'était déjà en pleine guerre, en pleine Deuxième Guerre mondiale, 1944. Mais non, finalement, en 1944, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été finalement interné au camp d'internement de Drancy, en France. Et plus tard, c'est au camp d'Auschwitz, où il a atterri en mai 1944. C'est un peu ce que je peux dire pour le moment, sans aller dans les détails, sans parler du style, sans parler de mes coups de cœur, de mes coups de gueule, tout ça. Mais pour le moment, je dis de manière globale de quoi parle ce livre et dans quel contexte historique ce livre peut être placé. C'est dans ce contexte de nazisme, dans ce contexte de racisme exacerbé. Il y a eu des œuvres de Sénégalais qui en ont parlé aussi. Mirage de Paris, par exemple, Ousmane Sossé, où il y a eu cette relation un peu interdite entre Jacqueline et le Sénégalais dans le film, dans le livre. Et on voit également que dans ce livre aussi, il y a une relation interdite, parce qu'à ce moment-là, ce n'est peut-être pas possible pour un noir de pouvoir sortir avec quelqu'un qui vient de la race aryenne. C'était plus quelque part une sorte de crime de lèse-majesté que Sylvestre a commis, et la fin nous en dira plus. Voilà. Alors, dans un instant, ça doit être très amusant, Sulike, d'entendre les autres parler de son livre. Dans un instant, vous allez pouvoir vous exprimer sur le livre. Juste une petite transition, on revient. Vous êtes à la médiathèque de l'Institut français du Togo, sur la télévision togolaise, où nous rencontrons, littéralement parlant, j'invente l'expression, Sulike et le livre Un prisonnier sans étoiles. À tout de suite, avec des applaudissements du public qui est avec nous, évidemment. À tout de suite. Vous avez longtemps rêvé d'accéder à la profession d'opticien diplômé d'État, capable de contrôler les performances visuelles, d'adapter les différents types de lentilles et d'assurer la vente d'un éventail d'appareils de correction de la vue. Il n'y a plus de soucis à se faire. Désormais, ISAGES, le seul institut dans son domaine paramédical, agréé par l'État togolais, vous donne des outils nécessaires avec l'ouverture d'un pôle de la santé visuelle en optique lunetterie. ISAGES vous offre cette belle opportunité à saisir pour devenir un opticien diplômé d'État en BTS, licence et master. Attention, les opticiens non diplômés exerçant déjà le métier sont aussi les bienvenus. Choisir ISAGES, c'est choisir et exercer les métiers de la vision. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 228 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Nous sommes à la médiathèque de l'Institut français du Togo. Nous parlons du livre Un prisonnier sans étoiles, l'histoire d'un jeune Togolais, Sylvestre, qui va faire,
on va dire, qui va subir le nazisme, le fascisme et le racisme, évidemment, des années 30, 40. C'est assez inédit parce qu'on imagine évidemment cette période en pensant plus aux Européens, mais on ne pense pas souvent aux Africains, parce qu'à l'époque, dans les camps de concentration nazis, il n'y avait pas que des Juifs, il y avait aussi toutes ces personnes-là qui étaient trans, homosexuels, handicapés, évidemment, on imagine évidemment des Noirs. Alors, celui-là, on va parler du livre. Cette fois, on va aller vraiment dans les détails, mais avant, on va faire un exercice assez amusant. On va parler des autres livres que vous aimez. Alors, on a fouillé dans toute la médiathèque, toutes les équipes d'Armand ont fouillé dans toute la médiathèque et ont retrouvé 3 livres d'auteurs ou d'histoires que vous aimez. On va rapidement survoler ça. Je vais parler de théâtre avec vous, déjà, pour commencer, parce que vous êtes comédienne quand vous pouvez, au théâtre, et pas que. Alors ça, c'est quoi? C'est Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, c'est mon chouchou. Ce que j'aime beaucoup dans Cyrano de Bergerac, c'est la scène du balcon entre Cyrano et Roxane, en fait, parce que Christian est un peu mollasson, il ne sait pas déclarer sa flamme, et Cyrano, malgré sa laideur, est plein de pudeur, d'amour, de grandeur d'esprit. Et voilà, à un moment, je connaissais par cœur la tirade du balcon, et je préférais même jouer le rôle de Cyrano. Voilà. Et je m'étais dit, si j'étais un homme, j'aurais joué Cyrano. J'ai lu Cyrano pour la première fois, j'ai découvert en classe de 3e. Voilà, et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je l'ai relu à plusieurs reprises. Super. Suivant. Pendant ce temps. Sur Cyrano, j'aimerais juste lui poser une petite question. Si je disais, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. C'est une péninsule. Voilà. Super. Alors, tout le temps, Roxane, je frissonne. Et tout le temps. Cyrano par cœur. Comment? Alors, vous connaissez votre Cyrano par cœur? Par cœur, c'est mon chouchou. Voilà. Alors, notre chouchou, c'est Éric Emmanuel Schmitt, que vous adorez. Et ici, on a Odette, Tout le monde et autres histoires. Parlez-nous-en. Alors, j'ai lu donc ces histoires. Éric Emmanuel Schmitt est un de mes auteurs de prédilection parce que je trouve qu'il est très diversifié et dans ses récits et dans sa manière de raconter ses histoires. Et on est à chaque fois emmené, bercé vers un autre univers et on est toujours surpris. Donc, quand on lit un roman d'Emmanuel Schmitt, le prochain n'est absolument pas le même et le suivant non plus. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. C'est toujours très bien écrit, bien entendu. Et c'est aussi très abordable. Donc, ça se lit facilement. Il y a évidemment beaucoup de sous-textes et beaucoup de nuances. Mais voilà. J'aime beaucoup. Super. Alors, au suivant. Alors là, c'est plus gros. Et c'est Adichie. Voilà, donc c'est Chimamanda Ngozi Adichie, donc une auteure nigériane. Je l'ai lue en anglais, je la trouve très très remarquable. C'est une auteure qui parle beaucoup du Nigeria, de son arrivée aux États-Unis, dans Americana. Elle parle de ses relations entre les hommes et les femmes. Et elle tient beaucoup au fait que les femmes tiennent tête aux hommes et bien leur place dans leur société. Et c'est ce qui me plaît également beaucoup. Voilà, super. Alors, dernier. Alors ça, c'est à vous. Voilà. On en a parlé un petit peu. Parlez-nous-en, c'est le livre précédent. Voilà, donc c'est I'm an expat and so what. Au départ, en fait, c'est ce livre qui a fait que j'ai commencé à écrire. Donc, lorsque j'étais à Cracovie, je tenais un journal intime, mais pas très régulièrement. J'écrivais des petites choses comme ça. Et puis, lorsqu'on a quitté Cracovie, j'ai eu le cœur déchiré parce qu'on est resté 2 ans. J'y avais beaucoup de copines. Donc, on est tous partis... en larmes, c'était terrible. Et je me suis retrouvée à Budapest. Et à Budapest, je n'arrivais plus à m'occuper et j'ai commencé à écrire. Et je me suis rendu compte que je pouvais écrire un roman. Donc, j'ai écrit sur des femmes expatriées. Et je raconte un peu ce qui est tabou. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas le droit de dire quand on est une femme issue d'un milieu privilégié. Que la vie n'est pas facile en fait. La vie n'est pas si rose puisqu'on laisse tout derrière soi pour suivre son conjoint et s'occuper de ses enfants.
Donc voilà, et il est en anglais. Il est en anglais et la version française devrait sortir courant 2024. Super. Notez ça dans vos agendas, c'est cette année. Voilà. On va lire. Et ça s'appellera Nos vies ailleurs, ou Voilà. les pérégrinations d'une expatriée. Super. Et puis un livre qui évidemment va vous subjuguer, c'est le mien. Il s'appelle Un prisonnier sans étoiles. Évidemment, je faisais une blague. C'est le livre dont on parle ce soir dans la rencontre littéraire. Donc c'est un livre vraiment magnifique, hein. On a déjà suffisamment parlé. Une phrase sur ce livre avant avec le docteur, qu'on aille dans les détails. Juste une phrase. Une phrase, si je devais le décrire en une phrase. Liberté, égalité, amour, fraternité. Ça vous va? Ça me va. Et je pense même que ça va tellement à quelqu'un dans le public qu'elle voulait applaudir. Allez-y, vous pouvez. Voilà, merci beaucoup. Bien, alors on a commencé à détailler un peu le contenu du livre. Docteur Anouma Mekouji, on a une série de questions pour Sully. Ok, merci beaucoup, cher Israël. Sully, commençons à parler un peu du livre Un prisonnier sans étoiles. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ce titre? C'est une très très bonne question. Alors, au départ, pour moi, c'était juste le fait qu'il soit incarcéré à Auschwitz parmi d'autres détenus et qu'il n'y avait pas sa place puisqu'il n'était pas juif. Les juifs avaient l'étoile jaune. D'autres avaient une étoile violette, noire, enfin vous le direz mieux que moi, en fonction des raisons pour lesquelles ils étaient incarcérés. Donc pour moi, c'était donc un prisonnier sans étoile, tout simplement. Et en parlant avec des amis qui l'ont lu, ils ont pensé à la destinée. Alors, a-t-il ou pas une destinée? Il était parti pour avoir une destinée, celle de devenir un très grand chirurgien, renommé, rentrer à Anéro, et remplir ses fonctions de médecin, de père et d'époux. Va-t-il réussir? A-t-il réussi? A-t-il une étoile ou non? Il en a une et en même temps, il n'en a pas. Je dirais ça comme ça. Parfait. On va prendre un avis de Kossivi sur le livre et éventuellement sur les notes que vous aviez fait. Je vais revenir sur le prénom Adama. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a fait? Parce que du début jusqu'à la fin, il y a eu comme une obsession pour vous de parler d'Adama. Le prénom à chaque fois revient et c'est comme si Sylvestre payait ce que ses aïeux avaient fait à Adama. Et pourquoi Adama? Alors, il y a une phrase dans le livre que je dis tout au début, je pense, « Est-on responsable de l'acte de ses aïeux ?» Et Sylvestre découvre le secret familial. Donc, ils vivent dans la maison où étaient détenus les esclaves avant de partir. Donc, je me suis inspirée de la vraie maison, de la maison des esclaves qui existe, qui est à Anéro, à Bédranfort. Et donc, je l'ai visité, cette maison. Et quand j'ai visité cette maison, j'avais déjà l'histoire un peu en tête. Et avant que ma mère ne me raconte, en fait, l'histoire de la maison, et je suis descendue au sous-sol, et là, je me suis sentie un peu happée. Donc il y a un sous-sol où on ne tient pas debout, hein. On doit se mettre à quatre pas, recroquevillé pour. Et je me suis sentie étouffée. J'ai eu l'impression, c'est peut-être mon imagination, de voir des choses, des gravures, des choses, je ne sais pas. J'ai eu l'impression. Et Sylvestre donc découvre avec ses cousins le secret familial. Et il en est choqué puisque ses parents en fait ne l'ont pas élevé comme ça. Ses parents l'ont élevé dans la culture de la tolérance, l'acceptation des autres. Et donc, il se demande à plusieurs reprises s'il ne paye pas finalement les fautes du passé. Je ne pense pas. On n'est pas responsable de l'acte de ses aïeux, heureusement. Mais quand on en a connaissance, on les porte, ça fait partie du patrimoine. Et il ne pouvait pas se détacher de ce patrimoine. Et donc, Adama revient dans des moments très difficiles. Très difficiles.
On va juste imaginer une seule seconde. Vous ne pensez pas qu'il y aurait pu avoir une fin autre que celle-là qu'on a connue à la fin de l'œuvre? C'est-à-dire que Sylvestre survit à tout ce châtiment, tout ça. On ne peut pas en avoir une comme ça. J'ai hésité. Et je me suis dit que ça n'aurait pas été réaliste. Donc il fallait l'éliminer. C'était aussi mon subconscient qui parle, mais il fallait l'éliminer. Je pense qu'on m'aurait reproché, on m'aurait dit « Oh, mais ça fait trop film américain, le héros qui rentre. » Et puis s'il était rentré, il aurait fait comment avec ces deux femmes? Ah, il aurait choisi qui? Il aurait été polygame. Je ne sais pas. Donc, bon, ça aussi... Ça m'aurait gêné. Qu'aurait-il fait de ces deux femmes? Je vous en aurais voulu moi-même aussi. Hein. Voilà. Aveu de lecteur, aveu de lecteur. On va continuer à parler du livre dans un instant avec le docteur et avec le public qui est avec nous, évidemment. Petite pause, en applaudissements, on revient pour continuer d'emprisonner sans étoiles. Alors, bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez sur la télévision togolaise, nous sommes dans la rencontre littéraire avec Sully Kay, ici à la médiathèque de l'Institut français du Togo. Donc, un grand merci à toutes les équipes techniques de l'Institut et à ce magnifique public qui s'est déplacé en nombre pour rencontrer Sully et entendre parler du livre « Emprisonné sans étoiles ». Merci à vous. On arrive maintenant dans la partie la plus intéressante, je dirais, dans cette troisième partie, où on va commencer à lire des extraits du livre. Et en même temps, bonne nouvelle pour le public, on va commencer à vous donner la parole, pour que vous puissiez nous dire votre avis, si vous aviez éventuellement des questions pour Sully. Je rappelle qu'on est au plateau avec Kosivi Dansou, il est donc critique d'art et assistant médiathécaire ici à la médiathèque. Sully Kay, autrice de Emprisonné sans étoiles, et le docteur Anoumou Amekouji, qui est critique littéraire. Alors, docteur et Sully, on va parcourir le livre grâce à vous deux. Ok, merci. Merci. On va le faire, mais je voudrais encore dire une ou deux choses avant qu'on ne lise des extraits. Peut-être même qu'en parlant, je lirai des extraits aussi. Il y a le Atagan Roger. Atagan Roger, qu'on appelle aussi Atagan Yovo, c'est ça? Oui, ouais. c'est ça. Et vous avez traduit ça en bas, Oncle Blanc, à notre débat de page. Atagan Roger joue un peu le rôle que nos Atagans jouent en Afrique. Et Atagan Roger s'est rendu en France, c'est lui qui a apporté le courrier dont je parlais entre-temps. Et il a eu cet échange avec Sylvestre. J'aurais aimé le lire pour nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent vraiment sentir à quel point Atagan Roger avait était en colère contre Sylvestre. Te rends-tu compte que tu abandonnes les tiens, Sylvestre? En plus, c'est pour une histoire sordide qui pourrait mettre ta vie en péril si elle était découverte. Tu te lis à une Aryenne, une Allemande. Es-tu fou? Veux-tu signer ton arrêt de mort? Connais-tu les lois de Nuremberg concernant les Noirs et tous les gens de couleur? Les Allemands te tolèrent. Ici, ne l'oublie pas. Tu es toléré car tu es brillant, car tu es un bon chirurgien, car tu sauves des vies françaises et allemandes et ne fais pas de vagues. N'oublie pas cela, mon fils. Tu sais que je t'ai toujours considéré ainsi. Rentre. Oublie cette femme, oublie cette vie, rentre chez nous, rentre chez toi. L'Afrique, le Togo, c'est chez nous, c'est chez toi. Tu seras encore plus utile là-bas. Conseil d'Atagan Yovo, termine-t-il en lui tapant gentiment sur l'épaule. Qu'est-ce qui vous a fait créer Atagan Roger? Est-ce qu'il y a un Atagan Roger dans votre vie personnelle? Parce que quand on vous écoute dans l'émission Littérature sans frontières sur RFI, j'ai décelé par là que beaucoup de choses dites dans ce roman viennent également de votre existence personnelle. Dans ma famille, enfin, dans les familles, je pense, togolaises et béninoises, les aînés se mêlent beaucoup des histoires des plus jeunes, même des plus jeunes lorsqu'ils sont adultes. Un homme de 40 ans peut recevoir la leçon de son grand-tonton ou de sa grande-tata. Et je pense que c'est de là que vient Atagan Roger.
C'était le sage de la famille, même si c'est un blanc, un Français. Il a été accepté dans la famille. C'est vraiment un oncle. Hein. C'est un oncle, c'est un ami des parents de Sylvestre. Et je trouvais que c'était intéressant, parce qu'en fait, c'est un noir Yovo, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'était aussi pour montrer une forme d'intégration et d'ouverture de cette famille. Et voilà, donc il tient son rôle de grand-oncle. Il est là, il a toujours été là pour Sylvestre, qu'il considère comme son fils. Et donc il devait lui donner la leçon. Et de toute façon, c'était la seule personne en mesure de venir à Paris aussi, à ce moment-là. Mais apparemment, Sylvestre ne l'a pas écouté. Hein. Sylvestre est resté impavide, il est resté imperturbable. Hein. Sylvestre, il voit le sachet de sable qu'il a ramassé dans la cour de sa maison il y a des années. Il le sait, ce n'est qu'une superstition, il ne rentrera pas. Là, vous parlez à la place de Sylvestre ? Peut-être. La narratrice. Peut-être que Sylvestre s'est yovoisé, je ne sais pas si on peut dire ça. Ouais. Il a peut-être un peu intégré la culture américaine, européenne. On écoute un peu moins ses aînés et on fait ce que l'on veut. Et il avait peut-être envie de faire ce qu'il voulait. Et comme il le dit également, Atagan Yovo avait une femme dans chaque port et il était très mal placé pour lui faire la morale. Pour lui faire des reproches. Ouais. Et juste avant, en parlant justement de ça, c'est assez intéressant parce que justement au début, il y croyait, du confère, à ce mythe qui disait qu'il fallait prendre du sable de chez soi quand on partait. Au début de votre livre, Sylvestre y croyait absolument. Et là, dans l'extrait du docteur, on se rend compte que finalement, il n'y croit plus trop. Il change finalement. Et c'est ce qui est intéressant dans ce que vous dites. Est-ce que c'est généralisé, puisque vous-même, vous êtes africaine, mais vous vivez de l'autre côté. Est-ce que c'est généralisé? Est-ce qu'on finit par changer des choses qu'on croyait finalement, on n'y croit plus trop quand on est africain et quand on a été suffisamment européanisé, si je peux le dire ainsi? Je pense que quand on est une personne tout court, quand on a une forme d'intelligence, on peut changer. On peut changer, on peut dire quelque chose aujourd'hui et demain dire son contraire sans pour autant se renier. Sylvestre ne se renie pas. Au fond de lui, il y croit quand même à ce sable, puisqu'il a raconté cette histoire à Anna, qu'il a transmise ensuite à sa fille. Donc, même s'il ne connaissait pas son destin, il avait besoin de transmettre. Il a transmis énormément de choses à Anna qui les a transmises ensuite à Sylvana. Parce que Sylvana ne parlait que français et allemand avec sa maman. Sa maman avait retenu une chanson, une berceuse que le papa chantait et qu'elle a transmise à Anna, et ça lui a donné le goût des langues et ça lui a donné envie d'apprendre le mina ensuite, alors qu'elle n'avait aucune référence de Togolais dans son entourage. Merci beaucoup. On va applaudir déjà pour tout le plateau, pour Sulike, avec qui on fait une rencontre littéraire magnifique. On va aussi applaudir pour le dessinateur Armand, qui est déjà en train de mettre un visage sur le personnage de Sylvestre. Évidemment, on l'applaudit aussi. Super. Eh bien, maintenant, on va vous écouter. Si vous avez des questions, quelque chose de particulier à dire à Sully, la parole est à vous, et à qui veut la prendre. Je vais essayer de vous amener le micro moi-même, parce que je crois qu'on a... voilà, parfait. On en a un qui va se balader, et il y en a deux qui vont se balader de chaque côté. Donc voilà. Et donc on a déjà un premier intervenant. Vous vous présentez, et ensuite on vous écoute avec grand plaisir. Bonjour Sully, bonjour mesdames, messieurs. Bonjour. Je me nomme Yefta et félicitations pour ce bouquin. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça paraît très intéressant. Et j'ai un point en commun avec vous, Cyrano de Bergerac. Je pense qu'il y a un vers de ce bouquin-là que je dispute avec mon cher ami Kossi. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Et donc, voilà. J'ai deux questions. La première, pourquoi avez-vous fait de votre protagoniste un homme? Et vous avez dit aussi que vous adhérez à des courants féministes et tout. Et cet homme-là, vous ne l'avez pas sali dans le bouquin. C'est plus ou moins un héros. Un homme très brillant,
un bel homme et tout. Mais pourquoi avez-vous fait de votre protagoniste un homme? C'est ma première question. La seconde, vous êtes né en 70. Maintenant, vous faites un voyage dans le temps. Vous nous parlez des années 40, une période que vous n'avez pas connue. Et pourquoi cela? Pourquoi vous ne nous peignez pas la société européenne telle qu'elle est aujourd'hui? Mais vous avez décidé de pouvoir faire ce voyage dans le temps. C'est mes deux questions. Merci. Merci. Alors, je vais essayer de répondre en même temps. En fait, dans le roman, quasiment tous les prénoms qui y sont des prénoms qui appartiennent aux gens de ma famille, de mon entourage. Mais ils n'ont rien de commun. Rien de commun. Sylvestre, c'est le nom de mon grand-père maternel. Et Sylvestre a vécu en France de 36 à 39. Il était, si je ne me trompe pas, en formation pour devenir inspecteur de police. Et lorsqu'il est venu, donc il était en France, et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, sur les injonctions de sa mère, il est rentré au Togo. Et elle lui a dit non, tu ne restes pas, tu rentres. Entre-temps, enfin pas entre-temps, des années après, je suis née, j'ai eu ma vie, j'ai vécu à Cracovie. Et à Cracovie, j'ai malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dû visiter le camp d'Auschwitz. Donc j'ai été expatriée là-bas pendant 2 ans. On avait de la famille, des amis qui venaient, et ils voulaient qu'on les accompagne en visite. Donc je l'ai fait malheureusement plusieurs fois. Et un jour, je me suis posé la question, et si mon grand-père n'était pas rentré en 1939, que serait-il advenu de lui? Est-ce qu'il aurait été arrêté? Est-ce qu'il aurait été tué? Je ne sais pas. Ensuite, je me suis posé la question, y avait-il des Noirs dans les camps nazis? J'en ai parlé à une très bonne amie qui s'appelle Mariana et qui m'a dit oui, Serge Billet a écrit un essai sur les Noirs dans les camps nazis. Donc j'ai acquis donc cet essai que j'ai lu et relu. Il y avait également des témoignages filmés d'anciens prisonniers, dont John Williams, qui est un chanteur, enfin il est décédé maintenant, mais c'était un chanteur vétéran. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né c'est comme ça que j'ai choisi le personnage de Sylvestre. Donc je pense que tout part de l'inconscient. Ce livre, c'est aussi quelque part mon histoire. Je ne sais pas comment, mais c'est également mon histoire. Voilà. On va applaudir madame. Elle va se placer juste à côté du dessinateur et comme ça, la caméra va pouvoir vous prendre. Voilà. Moi, je suis Arlon Koba Etnar. Je suis l'épouse d'un écrivain, Mathias Kokou Eli Etnar, qui a écrit Le chant de la veine sacrée. Je suis une habituée de la médiathèque. Quand je viens ici, je sens les livres me parler, même sans les ouvrir. C'est comme autour de moi, il y a une multitude et chacun raconte son histoire. Félicitations pour la rencontre de ce matin. Je n'ai pas eu l'occasion de lire le livre. Je le ferai avec beaucoup de plaisir. Ma question, je pense que le livre parle aussi de la tradition. Beaucoup. À Tagan Roger, à Yoko, le mythe du sachet. Je voudrais juste demander quelle est la place de la tradition dans ce livre et quel est votre regard sur la tradition. Merci. Alors, à partir du moment où j'ai ancré les lieux du roman au Togo, je pense qu'il était indispensable de parler culture et tradition. Pour moi également,
donc j'ai dû me documenter, j'ai posé de nombreuses questions à ma famille, à mes parents, à mes oncles, à mes tantes. Je les ai beaucoup embêtés. Donc c'est eux en fait qui m'ont donné tous ces renseignements parce que je ne les avais pas. Et je me rends compte que les traditions, de manière générale, de qui que ce soit, sont très très importantes, d'autant plus aujourd'hui où je pense que l'on se perd avec notre société moderne et un peu folle, où on oublie certaines valeurs. Et donc il est important, je pense, de transmettre aux jeunes voilà, le passé, les traditions, pour que ça se perpétue, et d'autant plus quand les traditions sont bonnes. Quand les traditions sont bonnes, il n'y a aucun mal à les conserver et elles font du bien. Le sachet de sable est symbolique, c'est le symbole d'un retour. Donc il n'est pas revenu en chair et en os, mais il est quand même retourné sur ces terres. Et je pense qu'ici, en tout cas, c'est très très important de retourner à ses origines quand on est parti de ce monde. Merci beaucoup. Occasion de vous rappeler à nous tous qui sommes ici et vous aussi qui nous suivez à la maison, le roman donc Un prisonnier sans étoile est déjà disponible à la médiathèque de l'Institut français. On est dans la médiathèque de l'Institut français du Togo. Passez, vous pouvez l'acheter, vous pouvez aussi le louer pour le lire et donc le rendre à la médiathèque. Si vous n'êtes pas abonné, il faut absolument le faire dès que possible. On est mercredi presque à 21h30. Mais n'empêche, demain matin, venez à la médiathèque de l'Institut français du Togo. Alors pour Sully, on va prendre encore plus de temps pour vous, nous faire redécouvrir le livre. S'il y a des petits... Vous avez beaucoup de notes, certes. Des petits extraits que vous avez envie de nous lire. Des petits trucs que vous avez envie de nous dire, qu'on n'aurait peut-être pas déjà abordé. Là, on est vraiment à vous, quoi. Voilà, donc on est tout à vous. Allez-y. Vous pourriez choisir pour moi ? Voilà, donc je rappelle que là, on va redécouvrir quelques petits extraits. Voilà. Donc, avec le micro, docteur. Oui. Voilà. L'extrait à la page 139, gravure sur bois. C'est aussi intéressant comme extrait que celui qui peut nous lire. Voilà. Donc c'est Romuald, on n'a pas parlé de Romuald. Oui. C'est l'ami que Sylvestre rencontre, c'est un juif que Sylvestre rencontre dans un camp et ils sont amis tout de suite. Donc c'est la voix de Romuald qui parle. Je voyais parfois Sylvestre graver le bois de notre couche sans y prêter vraiment attention. Nombreux sont ceux qui s'adonnent à cette activité pour passer leurs nerfs. Nos vies, si tant qu'elles existent, laissent peu de place au défoulement et ces façons que certains ont dû de triturer le bois nous rongent puis nous laissent indifférents. Des sentiments contradictoires mais pourtant compréhensibles. Le bruit sourd de la gravure nous rend l'écho de notre condition inhumaine. Nous ne sommes que matière à la fois vivante et morte, travaillée et gâchée, éteinte et écorchée. Certains détenus incrustent les traits de leurs proches afin de les avoir près d'eux, de leur faire la conversation le soir au coucher. Il y a des moments, comme atteints de cécité, ils parcourent les lignes de ces visages, sourcils, yeux, lèvres, pour maintenir le contact. Wow, magnifique. Merci. Merci beaucoup. On a beaucoup voyagé aussi en même temps pendant qu'on vous écoutait, on visualisait. Est-ce qu'il y a un autre extrait aussi suave que vous aimeriez peut-être partager avec nous? Alors, en fait, j'aimerais bien qu'on chante, parce que dans le camp, Sylvestre est amené à jouer les bêtes de foire, en fait, homme à tout faire. Donc, page 130, les soirées. Voilà, il doit animer les soirées et on lui demande de chanter. Oui. Alors, peut-être que je vais reprendre un peu au début et après, si vous connaissez la chanson Go Down Moses, peut-être que vous pourriez la chanter. Alors, je ne chante pas forcément très juste. Mais... Donc, on lui demande Nègre, tu sais jouer de la musique ?
Je n'ai rien répondu. Il a repris. « Négro, tu sais jouer ou non ?» Je suis restée figée. Ça ne lui a pas plu. Alors il a poursuivi en allemand. « Tu vas nous jouer quelque chose ou chanter peut-être ? Forcément, un youpin de nègre comme toi, ça chante. Arrêtez Wagner, ça nous fatigue. Écoutons plutôt cet échalas africain chanter. Allez, chante. Encouragez-les, les gars, chante. Mais tu vas chanter, oui ? Ses crocs acérés et pleins de bave, à la hauteur de mes yeux, accentuaient son intimidation. Tous les officiers se sont mis à taper du pied contre le sol et à frapper du poing sur la table. « Chante, nigga, chante !» Alors j'ai chanté à mes poumonnés. On va chanter. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell all pharaohs to let my people go. Voilà. On peut continuer dans le deuxième couplet, parce qu'on a commencé à taper des mains. Donc, tapons plus des mains pour continuer à chanter. Allons-y. Je chante toute seule. When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the God said, go down. Moses, way down in Egypt land, tell all pharaohs to let my people go. Sulike, c'était un bonheur, Moi très aussi. sincèrement, pour moi, pour le docteur, pour Kosivi et pour nous tous qui sommes ici. Un grand merci à l'Institut français du Togo, parce que c'est évidemment important de faire ces rencontres littéraires ici à l'Institut français dans la médiathèque, mais c'est tellement intéressant aussi de vous faire vivre ça à la maison, vous qui nous suivez grâce à la télévision togolaise. Sulike, un mot de fin, je rappelle que vous êtes encore à Lomé, donc pour tous ceux qui nous suivent à la télé, qui vous connaissent peut-être, Oui. vous pouvez, oui, enfin, oui, vous non. pouvez éventuellement la rencontrer. Sully. Donc, je remercie encore l'Institut français de m'avoir accueilli dans ses murs. C'était vraiment un grand, grand plaisir d'être là. Je remercie l'émission Ciné-Art. Je vous remercie également, messieurs, de m'avoir très bien accompagnée. C'était vraiment un grand honneur. Je remercie le public qui est là, ma famille, les personnes que je ne connais pas, qui ont été d'un très, très grand soutien. Je remercie également Odette, Élodie de Okumba, c'est ça, qui m'accueillent et qui vont me faire un beau tour du Togo dans les écoles où je vais intervenir et dans les radios. Merci à tous et merci pour ce grand retour au pays. Merci. Beaucoup. Alors, occasion, c'est le retour des rencontres littéraires de la médiathèque. Et qu'est-ce qu'on commence ? Très grand déjà, n'est-ce pas ? Parce que le retour des rencontres littéraires de la médiathèque est juste exceptionnel, avec un public exceptionnel. Merci de vous ovationner encore. Merci beaucoup. Alors, on va faire un petit jeu. On va déjà rappeler et ovationner aussi Armand, qui nous a proposé tout à l'heure un premier dessin, qui a démarré un deuxième dessin. J'aimerais bien qu'on puisse voir Armand Bézan, qui assume l'intérim de la direction de la médiathèque. Armand est où ? Armand, debout, viens. Armand Bézan qui fait un travail magnifique avec toutes les équipes de la médiathèque de l'Institut français du Togo. Viens Armand, applaudissez-la s'il vous plaît. On a beaucoup travaillé pour rendre la rencontre littéraire possible. Donc Armand va venir jusque là. Et comme ça, l'une des caméras va pouvoir la filmer. Voilà. Armand, merci beaucoup. Voilà. Un grand merci. Je disais, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, que c'était un grand plaisir d'avoir accueilli Sulike parmi nous. Et c'est la première fois que le livre apparaît au Togo et est présenté. Donc c'est tout un honneur. Et c'est la première rencontre littéraire à la médiathèque. On démarre bien l'année. On espère qu'après elle, on aura à accueillir encore plein d'autres auteurs et plein d'autres visiteurs. Vous êtes tous les bienvenus. Merci d'avoir passé ce moment. J'espère que vous avez bien dégusté et que la digestion sera bien lente. Merci et à très bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup, Armand. Alors, on va finir en beauté. On va essayer de voir si on peut piéger le directeur de l'Institut français du Togo, M. Alain Lairon, qui est au fond de la salle là-bas. Je sais qu'une des caméras automatiques qui est là peut éventuellement le cadrer. On va également le féliciter ou l'inviter, évidemment, à nous rejoindre, si possible. Oui, pourquoi pas. Un petit mot de fin
Voilà, merci de l'ovationner. C'est des événements culturels, des rencontres littéraires, mais derrière, il y a toujours toute une équipe et un directeur qui, évidemment, dirige ces équipes. Je vous donne le mien. Merci à tous d'être venus, cher public, chers auteurs, autrices, réalisateurs, présentateurs. Évidemment, en parlant de l'adaptation possible au cinéma, je me suis dit que vous aviez à côté de vous quelqu'un qui en avait les compétences et les qualités, qui certainement serait sensible à cette idée. Et donc, il faut savoir que le Togo recherche des scénaristes, et notamment des scénaristes en capacité de traduire en scénario des œuvres littéraires. Peut-être êtes-vous vous-même capable de faire cette adaptation. En tout cas, moi, j'ai été très surpris par la qualité de construction des personnages, par le fait qu'effectivement, ils avaient une densité, que les différents contextes que vous décriviez permettaient de traduire sur un plan narratif. Et en fait, on les suit naturellement, presque comme un thriller. On lit très rapidement le livre. Et donc, c'est vraiment, je crois, des ingrédients qui vont servir le fait qu'il puisse être transformé en œuvre cinématographique. Voilà, en tout cas, à tous et à toutes, bienvenue à Cinéart, à la médiathèque. J'espère que nous aurons aussi l'occasion d'avoir plusieurs éditions comme celle-là. Je crois qu'on a déjà parlé d'une émission un peu spéciale pour la francophonie avec Kangui Alem, Sami Tchak et d'autres auteurs encore. Et donc j'espère qu'on pourra à nouveau l'accueillir dans le cadre de cette médiathèque. Voilà, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. On finit donc en beauté. Hein. Sully, un petit mot à rajouter. Peut-être je voyais que vous aviez envie de dire un mot. Allez-y. Non. Je sais pas. Merci. Touchée, j'imagine. Oui, je suis très touchée. Très touchée. Voilà, par l'accueil et tout. Oui. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, on est arrivé à la fin de cette rencontre littéraire. Un applaudissement si vous le voulez, évidemment. Rendez-vous mercredi prochain sur la télévision togolaise après le journal de 20h pour continuer à parler art et culture. Un grand merci à toute l'équipe technique, à tous ceux qui étaient au plateau. Et rendez-vous dès demain matin à la médiathèque de l'Institut français du Togo avec peut-être ce livre que vous savourez, que vous aimerez beaucoup. À bientôt et bonne suite de programme sur la TVT. Bye bye.